passer la parole à François-Philippe Gallois pour cette question de l'éducation, qui peut être le point crucial pour faire progresser la situation. Alors, François-Philippe anime une structure qui, en fait, offre pour les jeunes pygmées une structure d'accueil en périscolaire, enfin, pour depuis combien de temps? 20 ans? Moi ou oui. Non, moi c'est depuis environ 12 ans. Enfin, c'est compliqué de donner une date parce qu'en fait j'ai commencé progressivement. Et je ne sais pas vraiment quand j'ai commencé, mais je suis arrivé dans cette association en 2005 pour réaliser un documentaire. Et puis en fait, mon engagement dans l'association est le prolongement du documentaire que j'ai réalisé. Voilà. Alors donc, tout à l'heure, Marie me disait, quand on parle des pygmées, les gens vous disent est-ce qu'ils sont petits? Quand on dit qu'on scolarise les pygmées, les gens vous disent pourquoi vous scolarisez les pygmées? Pourquoi les envoyer à l'école? Donc, il y a quand même une réponse qui est qu'ils le demandent. C'est eux qui le demandent. L'association dont je m'occupe, elle a été créée il y a 50 ans par des sœurs missionnaires. Et en fait, c'était des sœurs qui étaient venues évangéliser les pygmées, et les pygmées en face leur ont dit « on veut aller à l'école ». Et donc, ces sœurs à l'époque, qui n'étaient pas des sœurs d'éducation, ont pris le problème, ont créé le foyer. Ensuite, ce foyer, en 99, il était en train de s'arrêter. Donc, il y a des laïcs qui ont voulu le reprendre. Et donc, en plus, ce qu'on remarque, parce que donc avec ces 50 ans de recul qu'on a, maintenant, on scolarise, nous, les petits-enfants des premiers écoliers d'il y a 50 ans. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que ceux qui ont été scolarisés sont demandeurs de scolarité pour leurs enfants. Et ils ont toujours... Enfin, ils expriment une forme de regret du niveau où ils sont arrêtés, et tous ont envie que leurs enfants aillent un peu plus loin. Enfin, tous. En tout cas, ceux qui les scolarisent. Alors donc, aller à l'école pour des enfants Bagheli, là où nous avons notre association, c'est une zone très enclavée, zone rurale, forestière, avec des collines donc, qui sont des forêts pas facilement accessibles, donc très enclavées, c'est-à-dire que c'est de la piste, pas d'électricité ou peu d'électricité, pas d'industrie, enfin, bon, vraiment une zone rurale. Pour des Bagheli qui vivent là, c'est très compliqué d'aller à l'école parce qu'ils ont des problèmes au niveau de la santé. Donc c'est compliqué d'aller à l'école quand on est malade, bien sûr. Par exemple, quand on a la gale, quand on a le palu, la typhoïde, ou des choses comme ça. Ils ont des problèmes, ils sont quand même assez éloignés des écoles des villages, parce qu'en général, ce qu'on appelle leur campement ou leur village à eux sont quand même toujours à l'écart, ou ils sont en campement de chasse, loin en forêt. Ils sont discriminés toujours. Cette discrimination est vraisemblablement moins forte qu'il y a 50 ans, d'après les sœurs qui sont toujours là. C'est moins fort qu'il y a 50 ans, mais elle est toujours là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent « Pourquoi vous scolarisez des singes ?» Bon. Et puis, il y a des problèmes liés à leur culture, c'est-à-dire qu'il y a les grossesses précoces, qui sont quand même des choses qui stoppent les scolarités. Il y a leur rapport à l'autorité qui est quand même compliqué, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas la coercition, ni entre eux, ni vis-à-vis de leurs enfants. C'est quelque chose qu'ils n'aiment pas faire. Et puis, il y a aussi le rapport à la sorcellerie. Il y a la sorcellerie et aux pratiques mystiques, qui est aussi quelque chose qui est un peu problématique, qui est très présent, très très présent, puisque ça a failli nous faire fermer une école. On a des enfants qui sont déscolarisés à cause de ça, ou quand ils sont malades et qui sont traités de façon traditionnelle, ils arrêtent en fait la scolarité pendant 1 ou 2 trimestres pour aller chez le guérisseur. Alors que nous, quand nous les soignons, c'est gratuit et ils continuent l'école. Mais souvent, les Bagheli préfèrent soigner leurs enfants en payant cher chez les guérisseurs que gratuit chez nous. Donc, c'est vraiment lié à leur culture. Alors donc, face à ça, notre structure, notre façon de les scolariser, c'est un internat de proximité. C'est-à-dire qu'en fait, on a un internat qui est quasiment au cœur de la forêt, au milieu de leur zone d'habitation. C'est-à-dire que tous les villages pygmées sont les plus éloignés sont à environ 30 km. C'est
portée 30 km, c'est la portée d'un voyage à pied pour un enfant ou pour les parents. Hein. En plus, on est à un carrefour, c'est-à-dire que quand les parents voyagent, ils passent dans notre internat, voir leurs enfants, donner des nouvelles du village, de l'autre village, prendre des nouvelles. Enfin, voilà. La forêt, elle est vraiment immédiatement perceptible dans notre internat, c'est-à-dire que les enfants, pendant la récréation, ils jouent en forêt. Quand ils peuvent, ils vont se laver en forêt. Ils chassent en forêt pendant les récréations. La forêt est là, vraiment, enfin, on la sent, quoi. Et puis, on valorise leur langue, c'est-à-dire qu'en fait, on autorise qu'ils parlent la langue baguéli dans nos structures. Et nos personnels sont des baguélis. Les encadreurs sont baguélis. C'est-à-dire qu'en fait, notre internat est une sorte de petit village baguéli où il y a actuellement 110 enfants, qui est en bordure de forêt à l'entrée d'une sous-préfecture. Et donc avec ce système-là, ça nous permet, notre structure, de se substituer aux parents en fait pour encadrer les enfants, c'est-à-dire pour surveiller qu'ils vont à l'école le matin, qu'ils mangent bien tous les jours, les soigner quand ils sont malades, quand ils fuient en forêt, bon, on va les rechercher quand on peut, et puis on arrive comme ça à les scolariser. Donc on les scolarise, on fait 2 ans de préscolaire, donc avec une méthode qui s'appelle la méthode Aura, dont certains peut-être connaissent, qui est une méthode qui a été énormément enseignée aussi par Venant Metz, qui est un intervenant du livre, et qui a formé des encadreurs de chez nous, et c'est vraiment une bonne méthode qui en fait fait une passerelle entre le monde de la forêt et l'école primaire. Parce qu'en fait on apprend aux enfants à lire, écrire, compter, à la fois dans leur langue et à la fois en français, et en utilisant des exemples qui sont du village. C'est-à-dire qu'on leur apprend non pas à compter 1, 2, 3, mais à compter une lance, 2 lances, 3 lances. Voilà. Ils chantent des petites chansons du village. Enfin, bon. Donc cette méthode préscolaire permet de faire une vraie passerelle entre la forêt et l'école primaire où on les envoie. Alors après, donc l'école primaire, c'est une école normale, un établissement normal, où ils entrent en CP. Alors on a, en termes de résultats, on peut dire qu'on a chaque année à peu près 15 enfants qui rentrent en CP, et on en a 3 qui sortent du CM2, à peu près. Hein. C'est toujours environ cette proportion-là. C'est-à-dire que grosso modo, sur 15 qui rentrent, on en a 13 qui vont se déscolariser. Et ceux qui vont se déscolariser, ils ont déjà une base de français, d'écriture, de lecture, qui aussi leur permet après de se défendre un peu mieux dans leur vie quotidienne, quand ils vont vendre un porc-épic, acheter du câble pour faire un piège, vendre leur vin de palme, ou voir le commissaire de police pour se plaindre d'un problème. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont quand même une base d'alphabétisation qui leur est utile. Et donc, parmi ces 15 qui rentrent en CP, donc il y en a 3 qu'on arrive à amener jusqu'au bout du CM2, avec une certaine réussite, puisqu'en fait, en général, ils sont premiers de la classe. Hein. En CM2, tous les ans, c'est nos enfants qui sont premiers de la classe. Ce qui est intéressant, parce que ça renvoie à ceux qui nous disent qu'on scolarise des singes. Et les singes sont premiers, donc ça fait toujours plaisir. Voilà. Et donc, après le CM2, arrive le secondaire. C'est là que le problème commence, le dilemme éthique commence. Parce qu'en fait, donc, il y a beaucoup d'acteurs qui sont de plus en plus nombreux pour s'occuper de la scolarisation des baguélis. Il y a des ONG, il y a des ONG plus ou moins proches de l'État camerounais qui fonctionnent. Les noms, je ne vous dirai peut-être rien, mais il y a la FEDEC qui fonctionne avec l'argent du pipeline Tchad-Cameroun, en partie. Il y a le PNDP qui fonctionne avec l'argent de la Banque mondiale, je crois, en partie, et de l'AFD. Il y a le WWF qui met aussi de l'argent dans certaines ONG locales pour la scolarisation, pour les baguélis. Il y a la Fondation Chantal Biya, il y a
l'ambassade de France qui a mis de l'argent au nom du protocole de Kyoto. Il y a beaucoup de gens qui viennent s'occuper d'eux. Et tous les gens qui viennent s'occuper des Bagheli, enfin tous, me disent, voilà, pour réussir la scolarité d'un Bagheli, il faut le couper de la forêt et le couper de sa famille. Il faut le mettre ailleurs, dans des internats où il n'a plus de contact ni avec la forêt ni avec sa famille. Donc, bon, spontanément, ma sensibilité me fait penser le contraire, mais bon, je ne sais pas si j'ai enfin, la question c'est est-ce que j'ai raison, parce qu'il s'agit quand même de l'avenir d'enfants, quoi. Donc il ne s'agit pas non plus de me faire plaisir avec quelque chose qui me touche, quoi. Donc c'est une question qui me pose problème, enfin pose problème aussi au conseil d'administration du foyer depuis un certain temps. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc alors en fait, ce qu'on s'est aperçu quand même, c'est qu'il y a eu des enfants. Donc en fait, ces gens-là qui nous disent qu'il faut les scolariser en les sortant de leur milieu. En général, ils nous prennent nos meilleurs éléments qu'ils emmènent à Yaoundé, dans des institutions, au séminaire de Yaoundé, chez les sœurs d'Obut, etc. Enfin bon, ils les emmènent. Et puis après, donc, nous, on les perd un peu de vue. Alors en fait, ce qu'on s'est aperçu quand même, a priori, c'est que ceux qui partent en 6e, juste après le CM2, en général, c'est plutôt catastrophique. C'est-à-dire qu'ils ont quand même énormément de mal à s'intégrer dans des institutions privées éloignées. Et quand donc au bout d'un moment, ils se retrouvent en échec scolaire. Et quand ils reviennent, ils ont du mal à se réintégrer à la forêt ou à se réintégrer au foyer. C'est-à-dire que nous, on en a qui sont partis comme ça à Yaoundé, qui étaient premiers de la classe en CM2, ils sont partis en 6e à Yaoundé. Quand on les récupère après, ils sont en échec scolaire et ils ne peuvent plus se réintégrer à Bipindi, quoi. Donc c'est quand même quelque chose qui est problématique. Bon, mais donc moi, je pense toujours qu'on peut les... Ça va ? Bon, qu'on peut essayer de les scolariser dans le secondaire sans les couper de la forêt. Donc le problème, c'est d'y arriver. Et effectivement, il y a un problème, c'est-à-dire qu'on n'avait pas, ça fait des années qu'on n'a quand même pas des bons résultats dans le secondaire. Donc une des premières choses qu'on a fait, c'est d'investir massivement sur les répétitions de soir, sur les cours particuliers. On paye des profs du lycée pour qu'ils viennent donner des leçons particulières le soir à nos enfants. Bon, en général, nos enfants, ils arrivent, ils montent 4e, 5e, et puis en 5e, ils plafonnent, en 4e, ils s'écroulent. Donc après, c'est pas inutile non plus, parce qu'après, on les envoie en apprentissage, ou dans des formations professionnelles, ou des choses comme ça. Mais on n'arrivait pas à dépasser le stade de la 4e. Donc on a investi massivement sur les répétitions le soir, et en fait, a priori, on a eu quand même des résultats qui n'étaient pas à la hauteur de nos efforts. Et c'est là que j'ai été, moi, faire des répétitions avec eux, et en fait, j'espère, je me suis dit que j'avais peut-être trouvé le moyen de franchir ce seuil. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis aperçu que quand ils arrivent dans le secondaire, ils décrochent au niveau du français, complètement. C'est-à-dire que la langue française qui est utilisée dans le secondaire n'est pas la même que celle qui est utilisée dans le primaire. C'est-à-dire que je me suis aperçu en faisant des répétitions avec eux qu'ils avaient leur cahier, ils apprenaient par exemple, en leçon d'histoire, le pèlerinage à la Mecque. Ils apprennent par cœur. Je leur dis, c'est quoi le pèlerinage à la Mecque? Ils m'ont dit, le pèlerinage, c'est une forêt, il y a des collines, et la Mecque, c'est un endroit où on va manger. Donc en fait, ils ne connaissent pas le sens de ce qu'ils apprennent. Et pourtant, ils sont capables, malgré tout, d'avoir des bonnes notes quand ils ont des interrogations, parce qu'ils les font de mémoire, en fait. Voilà. Ou, par exemple, en mathématiques, il y a des formules de maths dont ils ne comprennent pas le sens. Par exemple, la somme de quelque chose. Enfin, moi, je vous donne des exemples que j'ai vus. Par exemple, la somme des nombres, etc. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, la somme. Donc, en fait, ils apprennent quelque chose dont ils ne connaissent pas le sens. Et pourtant, quand on les met au tableau pour faire l'opération en question, ils savent faire l'opération. Donc en réalité, non seulement la répétition en maths ne les aide pas à apprendre, mais au contraire, même je pense, on les encombre avec des choses qu'ils ne comprennent pas.
Donc, depuis à peu près 2 ans et demi, j'essaye de faire tourner, de changer ce système-là, c'est-à-dire, dans les répétitions du soir, de dire, on veut d'abord que les enfants comprennent les leçons avant de les apprendre. Alors, ça n'a pas été facile parce que les profs du lycée qu'on paye, oui, qui les ont également au lycée, ont du mal à accepter cette chose-là. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne s'étaient pas aperçus que les enfants ne comprenaient pas leur cours. Et puis quand on leur dit, voilà, il faut, quand on fait la répétition le soir, il faut changer de façon de faire, ils ont eu du mal. Mais bon, on arrive, et là on arrive à les choses sont, je pense, en train de tourner. Et pareil du côté des enfants, je leur dis, voilà, donc il faut, quand vous apprenez vos leçons, quand il y a un mot que vous ne comprenez pas, vous allez voir les grands de la classe du dessus, ou vous allez chercher le dictionnaire, pour voir le sens du mot, et puis après vous reprenez votre leçon. Donc, ce qui n'est pas facile, parce qu'après le dictionnaire il disparaît. Mais voilà. Alors, on voit qu'il y a des financements internationaux importants qui arrivent. Est-ce que les autorités locales comment elles perçoivent le rôle de l'internat? Elles soutiennent? Alors, donc en fait ce qui est intéressant là, c'est qu'on parlait à un moment donné de décentralisation. La gestion des fonds, comme donc les fonds de la Banque mondiale, des fonds du pipeline, des fonds de l'AFD, des choses comme ça, cette gestion-là, elle est en train de passer progressivement au niveau local, au niveau de Bipindi. Ça veut dire que avant, on avait des gens qui descendaient de Yaoundé une fois de temps en temps, qui disaient voilà, on va vous offrir par exemple un congélateur alors qu'on n'avait pas le courant, des choses comme ça. Qui repartaient, et puis qu'après ils revenaient en disant vous avez vendu le congélateur, donc on va porter plainte, machin. Bon, je donne des exemples. Maintenant, ces fonds-là sont gérés au niveau local. Et donc comme au niveau local, nous on est une institution qui a 50 ans d'existence, qui a 110 élèves, donc qui a un poids, on est quand même, on a des interlocuteurs. Alors, interlocuteur pas toujours très clair, parce qu'en fait le sous-préfet nous dit que c'est lui qui décide, le délégué du ministère des Affaires sociales nous dit que c'est lui qui décide, le maire nous dit que c'est lui qui décide, et puis on a maintenant des leaders Bagheli qui commencent aussi à rentrer dans ces instances-là. Donc on ne sait pas trop qui décide, mais en fait l'argent est quand même distribué localement, et ça c'est beaucoup mieux pour nous. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à récupérer des matelas, des réductions dans les frais scolaires, des choses comme ça. Voilà. Et donc, pour terminer quand même, si je... Ouais. Donc en fait, on arrive là quand même, le but, l'horizon, enfin le seuil qu'on voulait franchir, c'était le seuil de la 4e. Donc là, a priori, l'année dernière, on a une élève qui a franchi le seuil de la 4e, donc qui est passée en 3e, qui a eu son BEPC. Donc c'était une satisfaction pour nous. On a cette année un autre qui est passé en 3e et qui a priori va bien. Je pense qu'il aura son BEPC, donc c'est des gens qui vont attaquer la seconde. Donc le problème qu'on a eu à ce moment-là, c'est qu'en fait, on a un problème d'autorité, c'est-à-dire que cette fille-là qui est passée, qui a eu son BEPC, en fait commençait à avoir des comportements très méprisants envers les autres Bagheli. Voilà. C'est-à-dire que nos encadreurs sont Bagheli, mais certains ne savent pas lire et écrire dans nos encadreurs, et les autres, les meilleurs sont ceux qui sont enseignants au niveau 4e. Et on voit que nos enfants, quand ils arrivent à dépasser le niveau scolaire de leurs parents, quand leurs parents ou encadreurs leur disent voilà, va en répétition parce que c'est l'heure, l'enfant lui répond bah écoute, quand tu sauras faire mon problème de maths, tu me donneras des ordres. Et donc cette fille-là, on l'a envoyée dans une institution de bonnes sœurs à Yaoundé. Parce qu'on sentait que ça partait un peu en vrille. Enfin, sa scolarité partait en vrille. Donc en fait, on l'a envoyée à Yaoundé, et a priori ça se passe bien, c'est-à-dire que ça lui a reboosté un petit peu sa scolarité. Et elle est dans cette institution-là, elle est actuellement, elle a la moyenne, elle est en milieu de classe. Donc ça veut dire quand même que l'éducation qu'elle a eue à Bipindi, dans la forêt,
lui permet d'être au niveau scolaire dans l'institution d'excellence à Yaoundé. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Le problème, il y en a un, c'est qu'en fait, ces institutions-là coûtent cher. Pour un enfant dans une institution comme ça coûte à peu près 800 €. Alors que quand on est scolarisé à Bipindi, chez nous, c'est moins de 200 €. Donc, pareil, là, il y a une divergence de politique entre nous, le Fondaf, et puis les ONG qui scolarisent les pygmées, les autres. C'est-à-dire que les autres disent, bon ben voilà, comme on n'a pas beaucoup d'argent, comme cette scolarisation d'excellence coûte cher, on prend seulement les meilleurs pour lesquels on paye des institutions et on laisse tomber les autres. Alors que nous, au contraire, on essaye de prendre tout le monde, de donner la chance à tout le monde, et en gardant un Bipindi, on peut en scolariser beaucoup plus. Surtout qu'en plus, en fait, quand on a, nous on a sur 110 enfants, s'il y en a 2 qui arrivent en plus, ils ne nous coûtent pas cher, parce qu'en fait, ils mangent avec tout le monde, ils dorment avec tout le monde, etc. Il n'est pas... voilà.